Bah t'as foiré ma phrase. Cracotte. Salut les magies Zozo. Comment ça va? Désolé, j'étais en train d'écrire... Je vous explique après. J'ai changé de décor. On est le 8 décembre. Ça veut dire 8 décembre, on passe vraiment à Noël. Enfin, du moins, dans ma famille, on mettait toujours le sapin à cette date-là. Et j'ai peut-être gardé un petit peu cet esprit-là. Et Noël, c'est vraiment une période que j'affectionne énormément. Je trouve ça tellement magique, tellement féerique, j'adore. D'autant plus quand j'ai lu Harry Potter à l'école des sorciers. Son premier Noël, vraiment, je trouve, où il le célèbre pour de vrai, pour la première fois. Avec Dumbledore qui, dans la grande salle, fait une seule et grande table. Et tout le monde mange ensemble, échange ses cadeaux. Et c'est vraiment un moment hyper convivial. Et j'ai trouvé, je sais pas pourquoi, ce moment m'a tant marqué. Et je me suis dit d'ailleurs que Dumbledore à table devait raconter des petites anecdotes et des petites histoires, dont une histoire qu'il a peut-être oublié de raconter, qui se passe donc en France, chez nous, dans la région lyonnaise. Cette histoire est beaucoup plus racontée à l'école de Beaubaton, et c'est pour ça que je voulais vous en faire profiter un petit peu. Et vous avez de la chance, je viens de la terminer. Je suis bête. Avant de commencer, on va devoir voir un petit truc. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez. On commence. Le 8 décembre, c'est la fête des Lumières. Et si vous parlez de cette fête aux Moldus, ils vous expliqueront en fait qu'ils célèbrent la Vierge Marie pour les avoir protégés de la peste dans les années 1600. Mais la vraie histoire est tout autre. Replongeons-nous dans le passé quelques instants. Nous voici donc en 1629. Un alchimiste prénommé Prostifera venait de se faire bannir de Paris par le ministère de la Magie pour avoir effectué des expériences scientifiques sur des non-mages. Il avait déclaré vouloir aider la société et protéger le monde de la peste bubonique. Personne ne l'écouta, ces expériences ayant entraîné la mort de 2 moldus. On lui interdit même de continuer tous travaux. L'alchimiste était fou de rage. Comment pouvait-on lui interdire d'exercer son propre métier alors qu'il essayait d'aider les 2 mondes, sorciers et moldus? Il retourna alors vivre dans le sud de la France au sein de l'ancienne maison familiale, et plus personne n'entendit parler de lui. Cependant, en 1843, le sud de la France est frappé par une nouvelle forme de peste, qui se transmettait et se répandait beaucoup plus rapidement que les derniers virus. Cette dernière était foudroyante. Les moldures tombèrent les uns après les autres. Ce qui changeait cette fois-ci, c'était que même les sorciers immunisés jusque-là étaient touchés. On ne comptait pas le nombre de victimes, tant elles étaient nombreuses. La population de certaines régions fut même divisée par 2. Le ministère français soupçonna immédiatement Prostifera d'être derrière tout cela. Mais tous les aurores envoyés ne revinrent jamais. Les autres n'osèrent pas y aller, peur d'être contaminés à leur tour. La propagation du virus continua à avancer et à remonter plus au nord de la France. La panique gagna tout le peuple français en vue de l'ampleur des dégâts que causait cette nouvelle épidémie. Le 8 décembre 1643, à Lyon, alors que les premiers cas commençaient à apparaître aux portes de la ville, un regroupement d'urgence se tint au sommet de la colline de Fourvière entre les dirigeants de la ville sorciers et moldus. Dans le groupe était présente une jeune sorcière du nom de Michel. Elle venait tout juste d'arriver au sein du ministère de la Justice. La jeune femme était facilement reconnaissable. Elle avait toujours 2 tresses qui partaient de chaque côté du front et se rejoignaient à l'arrière du crâne. C'était aussi une des rares sorcières à ne pas utiliser de baguette, mais un bâton magique, comme Maugret Foleuil. La tension était palpable au sein du groupe. Michel prit alors la parole. Elle certifia qu'elle ferait tout son possible pour empêcher l'épidémie de pénétrer en ville. Elle ordonna un confinement général et la fermeture des portes de la ville. Les dirigeants de Lyon, moldus, s'exécutèrent face à la détermination de la jeune fille. Elle était leur seul espoir. Elle demanda aux sorciers présents de travailler ensemble pour créer un immense sortilège de protection au-dessus de toute la ville. Une fois fini, elle leur ordonna à leur tour de rentrer chez eux. Michel, quant à elle, resta sur le haut de Fourvière. La nuit commença à tomber sur Lyon. Pour redonner espoir aux Lyonnais, Michel illumina l'intérieur de la cathédrale d'un simple sortilège. Une lumière orangée et chaleureuse émanait maintenant de l'édifice qui surplombait toute la ville. La porte de la cathédrale s'ouvrit brusquement derrière elle. Une silhouette noire encapuchonnée se tenait sur le seuil de la porte. Elle se déplaça et commença à avancer en direction de la jeune sorcière. La silhouette s'effaça pour laisser place à un homme grand, assez mince, la barbe grisonnante, mais ce qui marqua le plus Michel, c'était la noirceur de son regard. Ce dernier portait pour cape une peau de dragon dont la mâchoire lui servait de capuche. Sympathique. C'est donc toi qui essaies de retarder mon ascension, lança-t-il. Sa voix rauque et éraillée résonna dans le lieu sacré. Mais Michel ne se laissa pas déstabiliser. Elle fit face à l'homme et prit appui sur son bâton. Qui êtes-vous et que voulez-vous? L'homme se mit à rire, un rire de démence. Michel fut parcouru d'un frisson cette fois-ci. Mais elle ne fit rien transparaître. Je suis le plus grand alchimiste de tous les temps, ma jeune enfant. Le grand Prostifera.
L'homme sortit alors une fiole de sa veste. Et voici ma vengeance, le mélange parfait entre l'un des virus les plus meurtriers de la planète et la magie. Un virus magique incontrôlable que les sorciers et moldus peuvent attraper. Le ministère payera pour ce qu'il m'a fait subir. La porte de la cathédrale se referma dans un grand fracas. L'homme se retourna surpris. Moi vivante, vous ne ressortirez jamais. Le combat qui suivit fut l'un des plus grands duels de toute l'histoire de la magie. Il se termina par une énorme explosion qui détruisit la totalité des vitraux de l'église. Les morceaux de verre ensorcelés et lumineux furent envoyés dans toute la ville. Ils retombèrent tous sur les avancées des fenêtres des habitants. Toutes les rues de Lyon s'illuminèrent de cette lumière chaleureuse qui éclairait jusque-là la cathédrale. Le lendemain matin, quand les autorités se rendirent à Fourvière, ils ne trouvèrent rien d'autre qu'un bâton planté dans une peau de dragon, au centre de la cathédrale. La ville ne fut jamais touchée par l'épidémie de peste cette année-là. Les Moldus étant très croyants à l'époque, y virent un signe de la Vierge Marie. Ils se promirent de la remercier chaque année, de les avoir sauvés en rendant hommage au signe qu'elle leur avait envoyé. Ils illuminèrent des bougies sur les rebords de leurs fenêtres chaque 8 décembre depuis cette année-là. Une statue en or de la Vierge fut dressée sur la cathédrale, mais la Vierge ne fut pas la seule à être remerciée. Au-dessus du cœur de la cathédrale, surplombant la ville, vous pouvez observer la statue de Saint Michel avec ses 2 tresses, brandissant un bâton au-dessus d'un dragon. Voici donc l'histoire qui se cache derrière le 8 décembre. J'espère que maintenant, vous aussi, pour rendre hommage à notre chère sorcière Michel, vous mettrez des petites bougies sur le rebord de vos fenêtres le 8 décembre. Et si vous passez par Lyon, n'hésitez pas à jeter un œil sur le haut de la cathédrale. Michel surveille toujours la ville. Allez, je vous dis à très vite les Magizozos.